Je suis Nathalie Veil, je suis pharmacien hygiéniste depuis 2007. 14 ans de travail auprès de structures médico-sociales. J'ai également un DU d'épidémiologie et d'infectiologie chez la personne âgée. J'ai été administratrice de la SF2H pendant 6 ans. Ça a été très difficile pour les établissements qui n'avaient pas de pays et qui commençaient à vivre cette crise avec ce sentiment de ne pas savoir ce qu'il fallait faire. Donc on avait des protocoles qui arrivaient. Je me souviens un journaliste à la radio qui disait « Ah ben voilà, ça y est, on peut faire une hygiène des mains et de la solution hydroalcoolique ». Ben, nous, on n'en avait pas. Et on cherchait partout des pharmaciens qui seraient en mesure de nous fabriquer la solution hydroalcoolique. C'était juste insupportable d'entendre ça. En fait, tout est organisé autour de l'hôpital, du nombre de lits qu'on va remplir et puis de l'embolisation de la réanimation. Jamais ça a été une crise médico-sociale. Pourtant, ça aurait pu être une crise chez les personnes âgées. Bah ouais, c'est bien elles qui sont mortes du Covid en fait. Chaque société savante qui émettait des recours, parfois contradictoires. Nous, on revoyait les protocoles. Voilà. Et puis surtout, les premiers textes, les professionnels non essentiels des EHPAD ne devaient pas rentrer dans les EHPAD. Et nous, alors là-dedans, on est quoi? On n'était pas des soignants directs. Notre souci principal, ça a été de maintenir le lien et d'être là, de répondre aux questionnements des établissements pour les soulager de leur fardeau, surtout pendant la première vague. On aurait aimé avoir des EPI, pouvoir proposer des masques aux professionnels et puis avoir des protocoles d'emblée qu'on puisse appliquer parce que les protocoles qui ont été appliqués, c'est ceux qu'on voyait à la télé et il a été très difficile de revenir sur un port de pays correct et en lien avec la réalité du risque infectieux. Il nous a manqué de stratégie à mon sens, de la coordination et la première vague, moi j'ai vraiment eu ce rôle de coordination parce que j'avais des infos, j'étais à l'interface de la ville, du médico-social et de l'hôpital. Voilà, c'était mon rôle et j'ai pu diffuser des informations au SAMU, notamment quand les PCR sont passés en ville. Donc, j'étais à l'interface des directeurs, des présidents de CME, des deux structures qui, quelque part, sont porteurs de mon équipe mobile et je leur faisais des bulletins d'information régulièrement. Ils avaient besoin de connaître l'épidémiologie des EHPAD pour maintenir l'accueil des patients, des Covid. On a dû beaucoup échanger et ça s'est fait par voie de mail. J'ai géré aussi des infirmiers qui intervenaient dans les établissements la nuit. On a deux structures qui accueillent et qui fonctionnent différemment. Il fallait faire du lien avec toutes ces interfaces et ça n'existait pas. Cette coordination, elle manquait. Et on a dû la faire, ça s'est organisé, on s'est débrouillé. Donc on a beaucoup travaillé par téléphone, on a mis en place une traçabilité, il fallait qu'on soit transversal, opérationnel, qu'on ait toute la même information. Donc effectivement, on a complètement revu notre organisation. Oui, alors on a conservé certaines fonctions, on va dire, et certains outils qui nous ont permis d'envisager une autre organisation et qui nous font finalement gagner beaucoup de temps. Pour une équipe mobile d'hygiène, vous dire qu'on envisage du télétravail, c'est assez original. Mais en fait, nous, ça nous fait gagner du temps quand on a un déplacement proche de nos domiciles, plutôt que de rentrer à l'hôpital et faire 1 heure de trajet supplémentaire, on rentre chez nous. Et on a aujourd'hui des possibilités de télétravail. Les formations, on envisage ça différemment aujourd'hui, moins de présentiel et c'est pas plus mal parce qu'on gagne du temps et en qualité de travail et en qualité de vie personnelle. Donc oui, ça c'est très bien. Vraiment, tous ces contacts avec les personnes qu'on a pu rencontrer. Moi, je pense à l'HAD.
On a beaucoup travaillé avec l'HAD pendant la crise et échangé des informations. Et aujourd'hui, ils arrivent à nous faire des signalements qu'on n'aurait pas. Cette crise Covid, elle m'a permis de réaliser un de mes objectifs, hein, c'est d'améliorer la transversalité de mon équipe. Il s'est trouvé qu'on a pris en 2020 18 structures supplémentaires à moyens constants. Ça, c'était quelque chose que je voulais mettre en place pour la prise en charge de ces structures du handicap et qui finalement s'est fait avec la crise Covid. Le chaos, la solidarité et la résilience. Il ne peut pas se passer des mesures barrières et de la prévention et du contrôle des infections. Voilà, on a un bel avenir. Faire attention à cette équipe qui a souffert quand même pendant la crise Covid et pouvoir continuer à travailler ensemble avec de nouveaux projets. On a du mal à se projeter là aujourd'hui, mais quelque part, c'est un bel objectif que de se dire qu'on n'en a pas fini avec les mesures barrières et que malgré la vaccination, il y aura toujours un risque infectieux quelque part sous-jacent et que tout le monde en a conscience aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a un bel avenir et charge à nous de faire vivre cet avenir. Pour moi, le travail sur le terrain reste la clé de l'efficacité de notre métier. Aujourd'hui, cette crise Covid, elle fait remonter qu'effectivement, il y a des besoins dans les EHPAD, mais pas que. On a eu beaucoup d'appels téléphoniques de services de soins à domicile, le conseil départemental qui nous sollicite pour mettre en place des actions auprès de personnes à domicile qui n'ont pas forcément des formations sur la prévention de la transmission du risque infectieux. Donc le besoin, il est partout. Pour ça, je dis notre métier, il a un bel avenir et c'est à nous de nous en saisir, de construire des programmes qui sont forts. Je crois que le projet de loi de financement de la sécurité sociale a prévu un budget pour la mise en place de MH au niveau national. Voilà, c'est une super nouvelle pour moi parce que tous les EHPAD vont pouvoir bénéficier de prestations de prévention de la transmission du risque infectieux. Donc une politique qui est forte, mais qui est aussi soutenue par des communications qui vont dans le sens de la prévention des transmissions, des infections.